Le principe de précaution est une notion qui a émergé dans les débats contemporains pour encadrer nos actions face à l'incertitude scientifique et technique. Il stipule que, lorsqu'une activité représente des risques potentiels pour l'environnement ou la santé humaine, et que ces risques ne sont pas pleinement établis scientifiquement, des mesures préventives doivent être mises en place pour les éviter, même si la certitude scientifique fait défaut. Cette approche se distingue de la simple prudence ou de la prévention traditionnelle. La prudence implique une évaluation des risques, basée sur les connaissances disponibles, tandis que la prévention s'applique lorsque les dangers sont déjà identifiés. Le principe de précaution, quant à lui, s'applique dans les situations d'incertitude, où les preuves scientifiques sont insuffisantes pour établir un lien direct entre une action et un dommage. Il invite à l'action préventive face à l'incertitude, en mettant l'accent sur la responsabilité envers les générations futures et la prévention de l'environnement. L'une des figures majeures ayant influencé ce principe est le philosophe allemand, Hans Jonas. Dans son ouvrage « Le principe responsabilité », publié en 1979, Jonas souligne que les avancées technologiques confèrent à l'humanité un pouvoir sans précédent sur la nature, mais également la capacité de causer des dommages irréversibles. Il introduit la notion de responsabilité comme une obligation morale de protéger l'avenir de l'humanité et de la planète. Selon lui, cette responsabilité impose de prendre en compte les conséquences potentielles de nos actions, même en l'absence de preuves scientifiques définitives. Le principe de précaution a été formalisé au niveau international lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, où il a été convenu que face à des menaces graves et irréversibles à l'environnement ou à la santé, l'absence de certitude scientifique ne devrait pas servir d'excuse pour retarder l'adoption de mesures préventives. Ce principe a ensuite été intégré dans divers cadres juridiques et politiques, reflétant une reconnaissance de la nécessité d'agir face à l'incertitude. Le principe de précaution nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous équilibrons les bénéfices du progrès technologique avec les risques potentiels qu'il pourrait engendrer. Ce principe invite à une éthique de la responsabilité, où la prudence et la prévoyance guident nos actions, afin d'assurer un avenir durable et sûr pour les générations à venir. Pensez-vous que le progrès technologique peut être néfaste pour l'humanité ? Le rasoir d'Occam, également connu sous le nom de principe de parcimonie, est un concept philosophique attribué au moine franciscain anglais Guillaume Occam. Ce principe suggère que, face à plusieurs explications possibles pour un phénomène donné, il est préférable de retenir la plus simple, c'est-à-dire celle qui nécessite le moins d'hypothèses non vérifiées. En d'autres termes, il préconise de ne pas multiplier les entités ou les suppositions au-delà de ce qui est nécessaire pour expliquer un phénomène. Cette idée trouve ses racines bien avant Occam. Par exemple, Aristote, le philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, exprimait déjà une pensée similaire, en affirmant qu'il est préférable de prendre des principes moins nombreux et de nombres limités. De même, un adage scolastique dérivé d'Aristote stipule que c'est en vain que l'on fait avec plusieurs ce que l'on peut faire avec un petit nombre. Ces formulations antérieures illustrent que la quête de simplicité dans l'explication n'est pas une idée nouvelle, mais qu'elle a traversé les siècles, s'affinant au fil du temps. Dans le contexte scientifique et philosophique, le rasoir d'Occam, ou d'Occam, sert de guide pour élaborer des théories et choisir parmi différentes hypothèses. Il ne s'agit pas de déclarer que la solution la plus simple est nécessairement la correcte, mais, plutôt qu'en l'absence de preuves contraires, la simplicité est préférée. Cette approche vise à éviter l'introduction de concepts ou d'entités inutiles qui compliqueraient inutilement l'explication d'un phénomène. Cependant, il est crucial de ne pas interpréter ce principe comme une invitation à simplifier à l'extrême ou à ignorer les complicités inhérentes de certains phénomènes. La simplicité recommandée n'est pas celle qui néglige les détails essentiels, mais celle qui va à l'essentiel, sans ajouter de suppositions non fondées bien sûr. Ainsi, le rasoir d'Occam nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous construisons nos explications, et à être conscient de la tentation d'ajouter des couches d'hypothèses qui n'apportent aucune valeur d'explicatif supplémentaire. Et toi, penses-tu que la simplicité est toujours préférée dans n'importe quelle situation ? La question de savoir si le bien et le mal sont des concepts absolus ou subjectifs a été au cœur de débats philosophiques pendant des siècles. Cette interrogation pousse à examiner la nature de la moralité, à comprendre si nos jugements moraux sont universels ou bien intemporels, ou s'ils sont seulement façonnés par nos cultures, nos sociétés
et nos expériences personnelles. Le relativisme moral est une doctrine philosophique qui soutient que les valeurs morales ne peuvent être évaluées objectivement. Selon cette perspective, ce qui est considéré comme bon ou mauvais dépend des normes, des valeurs ou des croyances propres à chaque culture ou à chaque individu. Ainsi, un acte jugé immoral dans une société pourrait être perçu comme acceptable, voire vertueux, dans une autre. Par exemple, certaines pratiques comme la polygamie ou les sacrifices rituels, considérés comme inacceptables dans certaines cultures, peuvent être vues comme des traditions, respectuées dans d'autres. Cette approche met en lumière la diversité des systèmes de valeurs à travers le monde et à travers l'histoire. Elle suggère que nos jugements moraux sont produits de notre environnement social et culturel, et qu'il est difficile, voire impossible, d'établir des normes morales universelles, applicables à tous. Le relativisme moral nous invite ainsi à reconnaître et à respecter les différentes cultures, tout en nous interrogeant sur les limites de cette tolérance. Cependant, le relativisme moral n'est pas une critique. Certains philosophes pointent le risque de tomber dans le nihilisme moral, où aucune action ne pourrait être jugée objectivement mauvaise, quelle que soit sa gravité. Par exemple, des actes tels que la torture ou le génocide pourraient être justifiés au nom de traditions culturelles spécifiques. De plus, si chaque individu ou culture définit sa propre morale, comment pouvons-nous résoudre les conflits moraux ou promouvoir des droits universels, tels que les droits de l'homme? En opposition au relativisme, l'universalisme propose que certaines valeurs morales sont universelles et intemporelles. Cette perspective soutient que des principes tels que la justice, l'égalité et la liberté sont valables pour tous les êtres humains, indépendamment de leur culture et de leur époque. L'idée est que ces valeurs transcendent les différences culturelles et servent de fondement à une éthique commune. Cependant, la définition précise que ces valeurs universelles et leur application dans des contextes variés demeurent des sujets de débat. Par exemple, la notion de droit à la vie peut être interprétée différemment selon les cultures, notamment en ce qui concerne les questions de peine de mort ou d'avortement. De plus, l'imposition de valeurs universelles peut être perçue comme une forme de colonialisme, ou bien d'intolérance envers les traditions locales. L'allégorie de la caverne, exposée par Platon dans son ouvrage La République, offre une réflexion profonde sur la nature de la réalité, de la connaissance et de l'illusion. Imaginons des individus enchaînés depuis leur naissance à l'intérieur d'une caverne sombre, contraints de regarder fixement un mur. Derrière eux, un feu ardent projette des ombres d'objets et de personnes qui passent devant l'entrée de la caverne. Ces prisonniers, n'ayant jamais vu autre chose, considèrent ces ombres comme la seule réalité existante. À travers cette métaphore, Platon illustre comment les perceptions sensorielles peuvent nous enfermer dans une vision déformée du monde. Les ombres sur le mur symbolisent nos opinions et croyances superficielles, façonnées par les influences extérieures et les apparences. Ces perceptions limitées nous empêchent d'accéder à une compréhension plus profonde et authentique de la réalité. L'évasion d'un prisonnier, qui parvient à se libérer et à sortir de la caverne, représente le cheminement difficile vers la connaissance véritable. Au début, il est ébloui par la lumière du soleil, symbole de vérité suprême et du bien. Cette transition douloureuse reflète les défis auxquels nous devons faire face lorsque nous remettons en question nos croyances établies et cherchons à comprendre le monde au-delà des apparences. Une fois habitué à la lumière, le prisonnier libéré perçoit la réalité dans toute sa splendeur et comprend que ce qu'il avait pris pour vérité n'était que l'ombre d'une réalité plus vaste. Poussé par le désir de partager cette révélation, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons. Cependant, ceux-ci rejettent son récit, préférant la familiarité de leur monde à l'incertitude de la lumière extérieure. Cette réaction souligne la résistance humaine au changement et à la remise en question de nos convictions profondes. Platon, à travers cette allégorie, invite chacun de nous à réfléchir sur nos propres perceptions et à reconnaître les limites de notre compréhension. Sommes-nous comme les prisonniers, enfermés dans nos illusions et acceptant passivement ce qui nous est présenté comme tel, ou avons-nous le courage et la curiosité de chercher au-delà des ombres, d'explorer les vérités cachées et de remettre en question nos certitudes? Cette réflexion nous pousse à envisager la possibilité que notre réalité perçue ne soit qu'une fraction de la vérité, nous encourageant à entreprendre un voyage intérieur vers la connaissance et l'éveil. Le concept du panoptique, tel que développé par le philosophe Michel Foucault dans son ouvrage Surveiller et punir, invite à une réflexion profonde sur les mécanismes de surveillance et de contrôle au sein de nos sociétés modernes.
Bien que le panoptique ait été initialement conçu comme une structure architecturale pour les prisons, Foucault l'utilise comme une métaphore pour analyser comment le pouvoir s'exerce de manière diffuse et omniprésente. Le panoptique est un modèle architectural imaginé à la fin du XVIIIe siècle par le philosophe utilitariste Jeremy Bentham. Il s'agissait d'une prison circulaire, dotée d'une tour centrale permettant à un seul surveillant d'observer tous les détenus sans être vu. Cette disposition visait à instaurer un sentiment constant de surveillance parmi les prisonniers, les incitant ainsi à adopter un comportement conforme, de peur d'être observé à tout moment. Michel Foucault s'empare de ce concept pour illustrer le passage des sociétés souveraines aux sociétés disciplinaires. Dans ces dernières, le pouvoir ne s'exerce plus uniquement par la force ou par la violence directe, mais il s'infiltre dans les moindres aspects de la vie quotidienne. Le panoptique devient ainsi le symbole de cette surveillance internalisée, où les individus régulent leur propre comportement sous l'influence de la possibilité constante d'être observés. Selon Foucault, la visibilité est un piège. En étant constamment visibles, les individus sont amenés à se conformer aux normes et aux attentes sociales, non pas sous la contrainte physique, mais par l'intériorisation de la surveillance. Cette dynamique transforme la matière dont nous percevons notre liberté et notre autonomie, nous poussant ainsi à nous conformer même en l'absence d'une autorité visible. À l'ère numérique, le concept de panoptique trouve des échos dans la pratique moderne de collecte et d'analyse de données. Les interactions en ligne, les transactions numériques et les déplacements sont suivis et enregistrés, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Cette surveillance, bien que moins visible et omniprésente, façonne nos comportements et nos choix. Sommes-nous toujours sous surveillance ? La question invite à examiner comment les structures de pouvoir se manifestent aujourd'hui. La surveillance n'est plus confinée aux institutions pénitentiaires ou aux lieux publics. Elle est intégrée dans nos foyers, nos lieux de travail et même dans nos moments de loisirs. En explorant le concept de panoptique, Foucault nous pousse à réfléchir sur la nature du pouvoir et de la liberté. Il nous invite à questionner les structures invisibles qui influencent nos actions et nos pensées, et à considérer comment nous pouvons naviguer dans un monde où la frontière entre visibilité et invisibilité est de plus en plus floue. Ainsi, le panoptique n'est pas simplement une question de surveillance externe, mais une invitation à introspecter sur les forces qui façonnent notre comportement et notre perception du monde. La question de savoir si la société est une construction artificielle renvoie à une réflexion profonde sur l'origine et la nature de nos institutions. Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre majeure du contrat social, offre une perspective éclairante sur le sujet. Selon lui, l'homme n'est libre, mais partout, il est dans les fers. Cette observation met en lumière le fossé entre notre état naturel et les structures sociales complexes que nous avons édifiées. Jean-Jacques Rousseau postule que l'homme primitif vivait dans un état de nature, caractérisé par la liberté et l'égalité. Cependant, avec l'avènement de l'agriculture et la notion de propriété privée, des inégalités ont émergé, menant à la corruption morale et à la perte de liberté. Pour remédier à cette situation, Rousseau propose le concept de contrat social, une convention collective par laquelle les individus s'engagent à créer une société fondée sur la volonté générale et l'intérêt commun. Ce contrat social est présenté comme une solution à l'état de nature, visant à établir une association politique et légitime qui protège les droits et les biens de chaque individu. Il s'agit d'une construction délibérée, une réponse aux défis posés par l'évolution sociale et économique. Ainsi, la société, selon Rousseau, est effectivement une construction artificielle, née de la volonté collective de surmonter les défauts de l'état de nature. Cette perspective invite à réfléchir sur la nature de nos institutions actuelles. Sommes-nous toujours soumis aux structures sociales qui restreignent notre liberté individuelle ? Le contrat social de Rousseau suggère que la légitimité d'une société repose sur sa capacité à refléter la volonté générale et à promouvoir l'égalité. Dans nos sociétés contemporaines, où les inégalités persistent et où le pouvoir est souvent concentré entre les mains de quelqu'un, pouvons-nous vraiment dire que ces principes sont respectés ? En définitive, la réflexion sur le caractère artificiel de la société nous pousse à examiner la légitimité et l'efficacité de nos structures sociales. Cette interrogation est essentielle pour quiconque cherche à comprendre les fondements de notre organisation sociale et à envisager des alternatives plus justes et plus libres. Le paradoxe de l'absurde, tel que formulé par Albert Camus, interroge la quête humaine de sens face à l'indifférence apparente de l'univers.
Camus postule que l'absurde naît de la confrontation entre nos désirs innés de comprendre et l'absence de réponse que le monde nous offre. Cette tension crée un malaise existentiel, un vide que l'on cherche désespérément à combler. Mais la question demeure. La vie a-t-elle un sens intrinsèque ou est-il de notre responsabilité de lui en attribuer un? Camus suggère que l'expérience de l'absurde surgit lorsque l'individu prend conscience de la futilité de ses actions quotidiennes. Ce sentiment d'écœurement naît de la répétition monotone des tâches, des rôles sociaux imposés et des attentes culturelles. L'homme, en quête de sens, se heurte au silence déraisonnable du monde, réalisant que ses efforts pour trouver une signification ultime peuvent être vains. Face à cette prise de conscience, deux réactions principales émergent. La première est le suicide philosophique, où l'individu, incapable de supporter l'absurde, se tourne vers des croyances religieuses ou des systèmes de pensée qui promettent un sens transcendant. Cependant, Camus critique cette approche, la qualifiant de fuite, une tentative d'évasion face à la réalité brute de l'existence. La seconde réponse est la révolte, une acceptation lucide de l'absurde qui pousse l'individu à vivre pleinement l'instant présent. Camus propose de transformer cette reconnaissance en source de liberté et de passion. Au lieu de chercher un sens préexistant, il encourage à créer sa propre signification, à travers les expériences vécues, les relations humaines et l'appréciation de la beauté du monde. Ainsi, le paradoxe de l'absurde nous confronte à la dure réalité de notre nature. D'une part, le besoin inné de trouver un sens à notre existence, et d'autre part, la réalité d'un univers qui semble indifférent à nos aspirations. Cette tension nous invite à réfléchir sur la manière dont nous choisissons de vivre face à l'incertitude, sur la valeur que nous attribuons à nos actions et sur la liberté que nous avons de créer notre propre signification dans un monde dénué de réponses définitives. La question de savoir si une démocratie peut devenir oppressive en raison de la tyrannie de la majorité a été soulevée par le philosophe et historien Alexis de Tocqueville au XIXe siècle. Dans son ouvrage majeur « De la démocratie en Amérique », Tocqueville explore les paradoxes inhérents à la démocratie. Tocqueville a observé que, dans une démocratie, la majorité détient le pouvoir législatif et exécutif, ce qui est, dans toute logique, essentiel au bon fonctionnement du système. Cependant, il met en garde contre le fait que cette majorité pourrait utiliser son pouvoir pour imposer ses préférences au détriment des droits et des libertés des minorités. Il s'inquiète que, sous prétexte d'égalité, la majorité puisse restreindre la liberté individuelle et imposer un conformisme intellectuel. Ce phénomène, que Tocqueville appelle « tyrannie de la majorité », se manifeste lorsque la majorité, forte de sa supériorité numérique, cherche à imposer ses opinions et ses intérêts, négligeant ou réprimant les perspectives divergentes des minorités. Il souligne que ce risque est particulièrement élevé dans les sociétés démocratiques, où le désir d'égalité est puissant, car les individus peuvent être enclins à sacrifier certaines libertés pour atteindre une égalité perçue. Tocqueville note que dans une démocratie, les institutions reflètent la volonté de la majorité, et que les individus peuvent se sentir contraints de se conformer à l'opinion dominante. Il craint que cette pression sociale n'étouffe la liberté de pensée et d'expression, menant à une uniformité de pensée, et à la suppression des idées novatrices ou dissidentes. Cette situation pourrait évoluer vers un despotisme doux où l'État, agissant comme un parent bienveillant, prendrait en charge tous les aspects de la vie des citoyens, les privant ainsi de leur autonomie et de leur liberté individuelle. Pour prévenir ce risque, Tocqueville propose la mise en place de contre-pouvoirs et d'institutions intermédiaires, telles que des associations civiques et des administrations locales décentralisées. Cette réflexion est cruciale pour assurer que la démocratie reste un système juste et équitable pour tous ses citoyens, sans exception. Et toi, penses-tu que tu vis dans une tyrannie de la majorité ?